fait pas beaucoup. Car à partir de là, je suis devenu un délinquant. Ah oui. Ah bon? Un vrai délinquant, la preuve, c'est que j'ai fini en prison. Surtout à Marseille. Et pour éviter de succomber, pour être très clair, et pas la jouer la langue de bois, partout il y a des hommes politiques. Donc, je suis un type pressé. J'aime cueillir le fruit de l'arbre que j'ai semé. J'aime voir l'arbre pousser. Et là... Bernard Tapie est décédé. Et cette vidéo n'est pas censée exister. Il y a quelque temps de cela, j'avais appris que Bernard Tapie allait donner une conférence privée et exclusive. Et je m'y étais inscrit. Et j'avais été avec ma caméra. Parce que je voulais m'inspirer, je voulais me motiver, apprendre de cet homme. Et j'en ai appris des choses. Je veux dire, en sortant de cette conférence, j'ai pris une claque énorme. Parce que j'ai pris conscience de plein d'aspects de la vie dont j'étais absolument pas conscient. Dans cette vidéo, il a parlé de sa vie, de ses échecs, des choses qu'il n'aurait pas dû faire, des choses qu'il a faites, et il a parlé sans langue de bois. Et parce que garder cette vidéo cachée serait égoïste, je la partage avec toi. Bon, en tout cas, une guérison, ou soit les mauvais moments anticipent des mauvais moments et ben voilà, vous finissez votre parcours. Bon. Alors, bon, il faut essayer de rester le plus possible soi-même en ayant... Vous me posez une question qui m'amène à dire à tous les gens qui sont concernés qu'il y a une musique qui est fausse. Vous savez, vous entendez tous dire « Ah, dans ces maladies comme dans d'autres, il faut surtout garder le moral ». Alors, il faut ramener les choses à la réalité. La réalité, c'est un combat entre des cellules malades qui veulent bêter des cellules saines. Les cellules malades sont malignes, elles se nourrissent de l'ensemble des éléments de sucre que vous avalez. Donc elles ne sont pas bêtes, parce qu'elles savent que c'est là qu'on trouve l'énergie. Alors si en face, vous avez simplement des cellules qui ont le moral, mais vous passez votre temps à regarder la télé en ayant le moral, elles n'ont aucune chance de gagner. Il vaut mieux que vous soyez un peu de temps en temps malheureux, mais vous montez les escaliers, vous allez faire vos courses, bref, vous vous remuez. Car l'énergie, c'est la seule défense possible contre ces petites bêtes méchantes qui veulent mettre un terme à votre existence. Bon, en tout cas, nous sommes absolument ravis que vous soyez là ce soir à Liège. Et compte tenu des circonstances, la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit « J'ai pas vraiment d'idée de comment je suis perçue par les Belges. Je sais comment les Français me considèrent, mais les Belges, j'ai pas trop l'idée. » Alors, moi, je peux vous dire que vous les laissez pas indifférents. C'est un peu comme chez vous. Les gens, ils vous détestent ou ils vous adorent. Je vais me permettre de vous dire que je n'ai pas le retour comme il faut. Et ça va nous faire passer une soirée désagréable. Si on pouvait mettre un peu plus de son sur le retour, ça serait génial. Alors voilà. Alors, comment je suis perçu? Non, ma question c'était, en général, on vous déteste ou on vous adore, vous ne laissez pas les gens indifférents. Ah, je ne me rendais pas compte qu'on me détestait, moi. Non. Bon. Et je vais vous expliquer pourquoi. La nature humaine est ainsi faite que quand je croise 25 personnes dans la rue, ou quand je prends le Thalys, il y a des gens qui passent, comme ça. Parmi eux, il y a sûrement plein qui me détestent, mais ils ne me le disent pas. Par contre, ceux qui m'aiment bien me disent « Ah, Bernard, vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça va bien ?» Donc, je ne sais pas s'ils me détestent, puisqu'ils ne me le témoignent pas. Alors, maintenant, dans ma vie, j'ai pu constater qu'il y en a quelques-uns, quand ils pouvaient me faire un croche-pied, bon, mais c'est le jeu, j'allais dire. Hein, j'étais pas obligé d'emmerder autant de monde. Hein. Donc, il faut accepter les contreparties des attitudes qu'on a. Alors, là-dedans, il y a des choses plus ou moins concevables. Par exemple, j'élimine Rocard, qui est un brillant politicien avec lequel j'avais énormément de bonnes relations. Bon, il a voulu faire une liste commune, bon bref. Il fait un score qui n'est pas bon, il est éliminé de la politique. Immédiatement, ses copains, c'est logique. C'est le combat logique, normal, dans la politique. On sait que c'est un combat à mort, et celui qui ne veut pas connaître les conséquences d'un combat à mort, mais il ne le met pas, il fait autre chose.
On reviendra sur votre parcours politique tout à l'heure. Hein. On reviendra sur votre parcours politique tout à l'heure. Là, je suis au balbutiement de la conversation. Conférence qui n'a absolument pas été préparée. Je crois que ça se sent parce que vous avez tenu à ce que je ne vous pose pas les questions à l'avance. Vous ne voulez rien savoir des questions que j'allais vous poser ce soir. Par contre, le thème de la conférence, qui est le vrai Bernard Tapie? Ça, c'est vous qui l'avez suggéré. Pourquoi? Vous avez un message à faire passer? J'en ai eu toute ma vie des messages, mais ils ont changé en fonction du temps. Il y a un moment donné, mes premiers messages, ceux qui m'ont fait connaître, je me rappelle, c'est par l'intermédiaire de notre président, qui était socialiste, et qui regarde une émission de télévision, et qui me voit parler, j'étais invité pour parler de l'entreprise. Et il appelle Attali, il dit, écoutez, j'ai vu un mec hier soir, il n'a pas dit un mec, parce qu'il n'était pas grossier, il a parlé de l'entreprise, il m'a fait envie. Or, comme c'est un pays qui déteste le monde de l'entreprise, ça serait peut-être pas mal de voir si on ne pourrait pas le conseiller de faire une émission. Voilà comment je me suis fait la première fois l'interprète d'un paquet de gens qui n'étaient rien d'autre que attirés par comment ça marche les entreprises, etc. Et en particulier les entrepreneurs. Vous parlez d'émission Ambition. Ouais. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir raconté le monde de l'entreprise? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est le fait d'avoir vu quelqu'un qui était parti de rien, et puis qui avait tous les accessoires de la réussite, mais il avait une particularité. Par exemple, il n'avait pas de chauffeur. Ah ça c'est drôle, il a des entreprises, il est coté en bourse, il n'a pas de chauffeur. Ben alors, ah il a un avion, oui. Ah mais il le pilote lui-même. Ah putain, ça c'est drôle. C'est-à-dire que c'est plus le comportement qui détonnait par rapport au comportement convenu qui a fait envie à un certain nombre de se dire « Merde, j'aimerais être ça ». C'est pas « j'aimerais être faire ça », c'est « j'aimerais être ça », parce que finalement, voilà. Alors, après, les messages, pour qu'ils soient efficaces, il faut être crédible. Par exemple, je fais une émission, la dernière, pour parler du problème qui me touche. On a reçu vraiment des milliers de témoignages de gens qui ont été concernés parce que ça les touchait, eux, ou des membres de la famille. Est-ce que j'aurais pu parler de cette maladie si j'en avais pas été moi-même atteint? Certainement pas. Parce que j'aurais dit les mêmes choses, on aurait dit « mais ça te va bien, toi, c'est facile hein, de dire... » Voilà. Donc, quand vous parlez de qui il est, il n'est pas le même le lundi matin et le samedi soir, et en 1970 et aujourd'hui. Ce que j'ai toujours essayé, c'est d'être moi-même. Et de ne pas jouer, sauf quand je suis payé pour jouer. Voilà. Alors moi, je voudrais bien qu'on remonte dans le temps jusqu'à votre enfance, parce que ça, c'est un volet de votre vie qu'on connaît peu, finalement. Qu'est-ce qui faisait briller les yeux du petit Bernard Tapie? Eh bien, paradoxalement, pas grand-chose. D'abord parce que j'ai été élevé dans une famille modeste, dont tout le monde connaît en gros l'histoire, mais pas dans une famille où on m'a vendu du riche. Bon, mon père était communiste, il ne savait même pas qui c'était Marx. Hein. Il a acheté l'humain parce que, ben voilà, dans la boîte, la CGT, c'est pas... Mais il ne m'a jamais dit, les riches sont des salauds, non. Voilà, il était ce qu'il était. Et ce qui m'a fait vibrer, c'était simplement que j'avais une mère formidable, un père formidable, et que sans moyens, ils nous ont rendus heureux comme j'ai peine à croire que j'ai rendu les biens heureux. Voilà. Parce que c'était que de l'amour, que de la gentillesse, que de la tendresse. Et donc, il n'y avait rien d'autre qui m'attirait, à part le sport, parce que j'ai tout de suite été attiré par l'esprit de compétition. Alors, j'ai fait beaucoup de sport. Vous m'avez expliqué que vous mentiez sur ce que faisait votre père et que vous inventiez des vies. C'est vrai, ça? Je me suis... Inventé des vies. En mentant sur ce que votre père faisait, à l'époque, vous aviez honte de ce qu'il faisait? Sûrement pas. Oh. Sûrement pas. J'ai jamais eu honte. Au contraire, j'étais très fier d'eux. J'avais honte que les gens qui nous montraient à cette époque-là, qui avaient vraiment, effectivement, les gens qui ont les droits, qui ont les pouvoirs et les autres. Et avec un fossé infranchissable. Mais c'était pas vécu comme aujourd'hui, parce que, d'abord, les émissions de télé étaient très rares, il y avait très peu de chaînes. Le peuple, entre parenthèses, moi à l'époque de ma jeunesse, on n'avait pas la télé. Seuls les vernis avaient la télé, comme les salles de bain. On n'avait pas de salle de bain. Donc on n'était pas malheureux parce que déjà très mal informés. Mais ce qu'on vivait intérieurement,
c'est apparu vivant à mes yeux le jour où il y avait un décalage entre la valeur intellectuelle et la valeur morale de mon père et le peu de considération qu'on avait pour lui dès lors qu'il se trouvait face à un agent de police, face à l'instituteur, face à... C'est-à-dire, je disais, mais pourquoi il y a aussi peu de respect pour ces gens? Simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à une catégorie de privilégiés. Un déclic, ça a été votre parcours au service militaire. Là, vous vous êtes rendu compte, en fait, que vous n'étiez pas à votre place ou pas considéré comme vous deviez l'être. Ben c'est en ça que le service militaire avait un avantage. C'est qu'en fait, on reste collé à son environnement. Et malgré, j'ai fait une école d'ingénieur, il y avait des ingénieurs. C'est à ce moment-là, c'est à ça que vous faites allusion. Ceux qui m'emmerdaient tous avec leur père qui était machin. Moi, j'ai fait mon père, il est devenu docteur. Ça mange pas de pain. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est docteur. Ah, bon, voilà. L'incident était clos. J'aurais dit, il est manœuvre, bon. Et à l'armée, c'est génial, parce que d'abord, vous êtes tous habillés pareil, c'est-à-dire mal. Hein? On est tous coiffés pareil, c'est-à-dire mal. Et on se trouve au quotidien confronté à des épreuves sportives, intellectuelles, à des épreuves de commandement, pour savoir, etc. Et là, petit à petit, j'ai fait le premier barrage, le deuxième, le troisième, j'ai fini à l'école d'officier de Montpellier, et j'étais sous-lieutenant. Alors je suis rentré tout à fait deuxième classe, ravi de l'être, pas jaloux d'être autre chose, et je suis sorti, j'étais sous-lieutenant. Et c'est pas un cas unique, c'est-à-dire que là, on redistribuait les cartes. Alors pour beaucoup, ce service militaire était formidable, parce qu'il était un point de repère sur une hiérarchie qu'on avait acceptée plus ou moins, parce que finalement, on ne s'était pas posé la question. Et quand on est confronté aux autres de votre âge, eh ben vous voyez, tiens, finalement, pas terrible, sûr. Vous voyez, c'est dommage qu'on l'ait supprimé. Il paraît qu'on va le remettre en France, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on dit tellement de choses, mais en tout cas, moi, ça m'a servi beaucoup. Alors, vous faites des études de technicien en électronique, puis bon, comment est-ce qu'on passe de fils d'ouvrier vendeur de postes de télévision à milliardaire, finalement? Ça, je ne sais pas comment on fait. Ça, c'est un parcours compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le savoir. Non, mais ça ne veut rien dire, ça, milliardaire. Il y a des métiers qui vous conduisent, forcément, si c'est la réussite, c'est d'avoir le prix Nobel. Il y en a d'autres, c'est d'avoir le Goncourt. Il y en a d'autres, c'est d'avoir un Molière. Et il y en a d'autres, c'est d'être milliardaire. Si vous êtes chef d'entreprise, ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que le chef d'entreprise, l'argent, c'est l'unité de mesure. On sait s'il est bon, s'il n'est pas bon, s'il a de la chance ou pas. Donc évidemment, un bon chef d'entreprise, il gagne. Hein? Alors après, combien? C'est à l'arrivée, et je fais bien de vous dire ça, parce qu'à l'arrivée, moi, j'ai plus rien. Donc, vous voyez, il a été momentanément milliardaire. Tout à fait. L'argent, ça va sa vie, hein, finalement. Hein. C'est pas ça, c'est que c'était pas mon but. Quand je perds ma santé, ça m'emmerde vraiment beaucoup. Hein? Si je perds du blé, bon, d'abord parce que, vous savez, c'est un peu comme un pianiste. Si vous retirez les enregistrements d'un pianiste et vous lui coupez pas les mains, ça sert à rien, parce que dans 3 semaines, il va refaire un disque. Hein? Vous voyez? Donc, moi, je saurais vendre de la glace en Alaska, et donc, si demain, vraiment, je suis dans un besoin total, je pense que je n'aurai pas de problème pour nourrir ma famille. Voilà. Alors, on est dans les années 80, on vous apparaître à la télévision. C'est intéressant, ça, vraiment. De quoi? De parler comme ça, de tout mon parcours. Moi, je pense, oui. Ouais. Je pense qu'en fait, on est en Belgique et je suis pas sûre que tout le monde connaisse vraiment tout le parcours de Bernard. Ils sont chauds et ils pourront poser aussi quelques questions, c'est prévu. Allez-y. Simplement, dans les années 80, tout va super bien pour vous. D'accord? Vous êtes super sexy. Vous êtes un sportif invétéré, vous faites de l'argent, des affaires, vous êtes patron de l'OM. Pourquoi vous rentrez en politique à ce moment-là? Alors, ça c'est bien, parce que ça a été la question de ma femme. Et c'est ce qui lui a inspiré l'envie de me dire « Jure-moi que tu n'en feras plus jamais ». Alors pourquoi? D'abord, ça se passe à un moment où je suis dans le domaine des affaires, au niveau, j'ai 20 000 personnes, j'ai Terraillon, La Vie Claire, Testu, Vonder et Adidas, Donné. Et voilà. Et vous avez raison, je perds un peu,
je perds un peu ce qui fait le piment de ce métier. Chef d'entreprise me plaît de moins en moins. Et là-dessus, je fais du football, et là je me régale, vraiment je me régale, parce que c'est difficile, parce que c'est incertain, parce que ça crée du stress, enfin bref. Jusqu'au jour où arrivent les élections, ce sont les élections législatives de 88. Et le président de la République me fait venir, il me dit, vous êtes très populaire à Marseille, et il m'indique que M. Le Pen a des sondages qui permettent de penser qu'il va être le député de Marseille. Un des députés de Marseille. Qu'en pensez-vous? Bon, là, j'ai peut-être déplaire à pas mal, mais je dis, c'est pour moi une catastrophe. Alors, il faut nous aider à l'empêcher. Ah, ben alors ça, vous pouvez compter sur moi. Il me dit, oui, mais en politique, le testimonial, ça vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, il me dit, parce que on est crédible que quand on met un dossard. Vous voyez, si vous mettez un dossard et que vous faites des meetings, des promenades, des réunions, là, vous êtes crédible. Je dis, mais attendez, j'ai pas envie de devenir... Il dit, mais rassurez-vous, je connais bien le Parti Socialiste, ils vont vous coller à Marseille dans une circonscription ingagnable. Donc, n'ayez pas peur, vous allez pouvoir faire une belle campagne, et j'ai gagné. Pas de bol. Et donc, pas de bol, ça c'est vrai. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé député. Et j'ai été député européen, et je continuais quand même en ayant le soin de ne pas mélanger les brèves. Et jusqu'au jour où il me dit, il y a un problème qu'on ne sait pas résoudre, je suis en train de former le futur gouvernement, est-ce que la ville vous intéresse? La ville, la politique de la ville. Et là, j'avoue que j'en ai tellement vécu, les soubresauts, les contre-performances, les cailloux dans les chaussures, les drames des quartiers difficiles, j'ai dit oui tout de suite. Ça, c'est un poste qui a été créé pour vous sur mesure, non, ministre de la Ville? Non, non, il existait. Il existait. Simplement, il n'était pas classé hiérarchiquement dans les... Et là, j'ai fait pas mal de trucs, les maisons du citoyen, la police de proximité. On a fait pas mal de choses. Mais en un an, on ne fait pas beaucoup. Car à partir de là, je suis devenu un délinquant. Ah ouais. Ah bon? Un vrai délinquant, la preuve, c'est que j'ai fini en prison. Bon. Alors, c'est la preuve que j'étais un vrai délinquant. Même si le procureur qui m'a mis en prison, dans une émission, je livre ça à chacun pour s'imaginer la réaction que ça peut entraîner. Un homme de talent d'ailleurs, hein, très fort, et quelques 20 ans après, il y a une émission faite par un type qui s'appelle, je ne sais plus qui. C'est en 2009, hein, donc c'est le procureur Éric de Montgolfier qui vous dit... Oui, oui, non mais attendez, l'émission s'appelle un jour un destin, voilà. Ah, c'est ça. Un jour un destin. Et où il raconte toute votre vie. Alors je la regarde, et apparaît mon juge, et on lui dit alors, Tapi, il dit oui, mais je reconnais que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Vous êtes là, vous voyez, vous avez fait là. Hein? Alors l'autre, il dit pourquoi? D'abord parce que rien n'était vraiment prouvé, et puis parce que ça ne méritait pas ça. Alors il lui dit, mais alors pourquoi? Tapi, Tapi. Voilà. Donc d'un coup, là vous prenez vraiment mal dans la gueule le fait que tu vas échapper aux règles standards, tu vas faire un cas à part, on va faire une jurisprudence Tapi. Et elle a existé puisque un jour, il y a un type, un gentil mec, un journaliste, il ne savait pas qu'il allait faire du mal, dans un journal breton, il titre un tel le tapis breton. Le mec, il prend ça pour une injure, il dépose plainte contre le journaliste, et le juge de Rennes a dit oui, c'est une injure publique, et par conséquent, 50 000 € de dommages et intérêts. Alors là, vous prenez quand même un gros coup dans la gueule. Quand votre nom devient une injure publique, vous dites putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'en ai fait tellement qu'il m'avait à cette époque tout fait, hein, interdit de faire des affaires, interdit de faire machin, y compris le retrait du droit de paternité. Alors que ça, putain, j'étais un très bon père, hein, franchement. Demandez à mes enfants, non. Enfin, tout ça pour dire que, en fait, il y a deux justices.
il y a la justice, la vraie, l'authentique, celle où des magistrats qui font un métier très dur, très compliqué, étudient les dossiers, regardent les arguments et rendent un jugement. Puis il y en a d'autres, ça c'est ce qu'on appelle la justice, le pays de droit. Et après il y a la justice, on peut l'appeler stalinienne, où on a un jugement et il cherche comment on va expliquer le jugement. Hein? Le jugement, lui, il est fait. Alors, ah bah tiens, on peut mettre ça. Et alors, je vais me permettre de vous le dire, parce que ça va rester entre nous, hein, ce que je vous dis, hein, je compte dessus, hein, absolument. Hein. Tout ce qu'on m'a fait comme ça, le prix dans l'arbitrage, tombe à l'eau, si j'étais d'accord. Enfin, bon, si vous êtes con au point de vous laisser avoir en toute connaissance de cause, c'est bien fait pour vous, vous plaignez de rien. Alors la cour d'appel a cherché des arguments, elle n'a pas trouvé. Ce qui est normal, parce que on a été mis en examen pour des fautes qui ne sont pas encore jugées, mais conservées par la mise en examen pour annuler l'arbitrage. Vous faites référence à la faute du millionnaire. Et alors, la cour d'appel a cherché des preuves, il n'y en avait pas. Elle a donc rendu un jugement d'élimination, on va en cassation, et là, ils ont trouvé. Ils ont trouvé l'argument. C'est écrit comme ça. Hein. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Pas belle la vie? Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Enfin, c'est pas possible. Bon, donc voilà. Et j'ai la malchance d'être dans un pays où elle est plutôt souvent rendue comme ça. Mais pas forcément à cause des politiques. Contrairement à ce qu'on croit, les magistrats, ils sont très minoritaires, hein, ils sont comme ça, mais ceux-là entendent même les instructions qu'on ne leur donne pas. Oui, ils les entendent quand même. Il vaut peut-être mieux ça que le contraire. Voilà. Ça pose question, selon vous, cette proximité entre la justice et la politique. C'est un problème. Mais ça n'en pose pas si on laisse la justice faire son boulot, et on la laisse faire son boulot si on n'a pas de pouvoir sur eux. Vous savez, la recette est simple. Hein. Voilà. Il y a une justice. Elle est là. Mais on sait que leur avancement... Tiens, c'est pas moi qui l'invente. J'ai vu avant-hier dans le Monde, la une du Monde avant-hier. Il disait, alors que lui, on ne peut pas dire qu'il soit fait connaître pour l'instant par un interventionnisme forcené. Et j'ai lu, et je vous invite à le lire, M. Macron a reçu les candidats pour être procureur de Paris, aucun ne lui a plu. Pas belle la vie? Et c'est pas un interventionniste. Alors imaginez-vous ce que c'est quand c'est un interventionniste. Donc voilà, séparer le pouvoir politique du pouvoir judiciaire, et vous avez des magistrats qui font leur boulot difficilement, parce que c'est pas un métier aussi simple que ça peut paraître, avec des problèmes d'ordre moraux, avec l'envie de ne pas confondre ses sensibilités avec la décision qu'on va prendre. C'est difficile, vous savez, d'avoir une conviction, ils ont le droit d'en avoir une, et ils en ont une, et d'être obligés d'aller contre sa conviction, parce qu'on est tenté de faire plus de la morale que du droit. Mais 90% le font. Mais si votre carrière dépend du vouloir politique, il faut être un peu maso pour aller contre le pouvoir politique, non? Tout à fait. Alors il faut avoir ce que certains ont quand même, je ferai du droit et rien d'autre. Ça s'appelle la conviction personnelle et l'amour de son métier. Vous êtes très proche d'Emmanuel Macron, finalement, vous l'avez quand même au téléphone régulièrement. Vous faites encore de la politique, monsieur Tapie, ou bien c'est assez... Très proche de Macron, je ne le connais pas, jamais vu. Oh. Ah, je ne l'ai jamais vu. Non, je vous l'assure. En tout cas, avec Sarkozy, ça marche. J'ai beaucoup aimé Sarkozy, mais il faut que vous sachiez, c'est lui qui m'a tué le premier. Oui, je ne suis pas rancunier. Non, j'ai pas eu le pot, en fait. J'ai eu une malchance. Et quand j'ai réussi, c'est aussi parce que j'avais beaucoup de chance. Hein. On disait ça cet après-midi. Hein. Et votre journaliste avait l'air étonné que je dise, au-dessus de toutes les vertus, de toutes les qualités, de tout ce que vous voulez, il faut de la chance. Voilà. C'est comme ça. On a beau avoir toutes les qualités, si on est dépourvu de chance. Alors, elle n'est pas éternelle, il faut savoir la saisir, enfin bref. Mais c'est un des facteurs énormes sur la réussite. Et là, je ne sais plus ce que je vous disais. De quoi ça ? Je me demandais si vous faisiez encore de la politique. Ah oui. De manière informelle, peut-être. Alors, non, j'en fais pas parce que j'ai pas envie d'y être.
d'y participer. Mais c'est vrai qu'avec le recul, en tant que citoyen, j'ai tout à fait l'envie d'avoir un pays qui marche et qui marche bien. Et à un moment, je n'ai pas eu de peau parce que en 1995, il y a eu 2 élections qui se suivaient. Alors, il y avait la présidentielle et il y avait l'autre d'avant qui était la municipale. Alors, la droite ne voulait pas que je prenne la mairie de Marseille puisqu'ils avaient Gaudin. Donc, bon. Et la gauche ne voulait pas que je fasse à Jospin ce que j'avais fait quelques temps avant à Rocard. Donc, nous, on est un pays cité de droite. Bon, bah, ça s'équilibre, parce qu'un coup, tu tombes sur la droite, un coup, tu tombes sur la gauche. Mais quand tu as et la droite et la gauche sur la gueule, là, ça devient très compliqué, quoi, hein. Pile, t'as perdu, face, t'as perdu. Il faut que la pièce, elle tombe comme ça, et j'ai jamais réussi. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de mal pour devenir à ce point-là une cible politique? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait de mal pour devenir à ce point-là une cible politique? C'est pas anormal. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas anormal. Les parcours d'un homme politique qui va avoir à un moment des responsabilités très importantes, ça ne peut pas être seulement parce qu'il a inspiré des sentiments, parce qu'il a obtenu le record de l'Atlantique, ou la Coupe du Monde, ou la Coupe d'Europe de foot, ou le Tour de France, ou Adidas. C'est pas ça. Or, quand un personnage, on a vu le résultat avec un Italien, hein, qui avait tout pour avoir réussi partout, en politique, il aurait mieux fait de ne pas en faire. Je ne parle pas pour lui, je parle pour les Italiens. Donc il faut effectivement accepter l'idée qu'il y ait quand même un peu de retenue sur les publics qui sont prêts à mettre maintenant à la tête un mec qui est sympathique, qui réussit, qui est populaire. Oh, du calme, hein. C'est une connaissance affirmée, c'est une expérience démontrée d'avoir des... Et si je vous ramène d'ailleurs une émission, heureusement qu'elle existe encore dans les archives, puisque les curieux taperont YouTube, Bernard Tapie, France 2, élection présidentielle. Parce que j'étais donné favori dans les sondages. Le Nouvel Obs avait fait même la couverture avec moi déguisant président. Je ne sais pas si vous imaginez les conséquences, hein. Et le type me dit, mais alors vous allez vous présenter? Et je lui dis, bien sûr que non. Mais on a entendu dire que votre parti vous pousse à vous présenter. Oui, bien sûr, je les comprends. Les partis radicaux, il n'a jamais fait plus de 2%, d'un seul coup on fait 13%. Alors, il avait envie que ça continue. Et je dis, mais parce que je n'ai pas le niveau. Et je le pense vraiment. Je n'ai pas le niveau pour être président de la République. Donc il faut savoir que ces postes-là, c'est le cas du maire d'une grande ville, c'est le cas d'un député, c'est un parcours politique. Ce sont des énarques, hein, pour la plupart, en général. Bah, maintenant, ça change un peu. Hein. Oui, mais il faut faire attention. Alors qu'on mélange un peu, bien sûr, la politique doit s'ouvrir comme dans nos entreprises. Le premier conseil qu'on donne à un chef d'entreprise, si on lui dit « sois prudent de ne pas t'entourer que des gens qui se ressemblent hein ». C'est plus facile à vivre quand on est tous ensemble, mais c'est pas complet. Bah, la politique, ça doit être pareil. Dans la société civile, il y a des gens qui peuvent vous apporter un concours évident en étant ceux qui se sont été dans la vie. Mais nous ne boulons pas les étapes. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire OMVA qui vous a amené en prison. Vous avez fait 6 mois de prison ferme. Comment on se sent à ce moment-là? 9 mois. Ouais. Comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là en prison, entre 4 murs, avec sa conscience? Je crois que la sanction de la prison dépend de ce que votre conscience a à exprimer ou à redouter. C'est-à-dire, d'abord, première chose, en prison, je n'ai trouvé et je n'ai croisé que des innocents. Pas vu un coupable. Ah, c'est formidable. Il n'y a que des erreurs judiciaires, il n'y a pas un coupable. Alors, il y en a un, c'est bourré, c'est pas moi, l'autre, c'est j'ai pas fait exprès. Mais l'air de rien, c'est la traduction d'une attitude qui montre qu'on est capable de mentir par rapport à sa conscience. Parce qu'elle, la conscience, elle sait ce que vous avez fait. Et plus vous êtes en contradiction entre votre attitude, vos discours, ce que vous ressentez et la vérité de ce que vous êtes, et plus c'est dur à vivre.
Bon, quand on vous accuse d'avoir gagné un match de football contre Valenciennes, je veux bien être con, mais il y a quand même des limites. Hein. On a retrouvé l'argent, on m'a dit. Ah oui, on a retrouvé l'argent 3 semaines après, enterré dans un jardin. C'est d'ailleurs pour ça que les députés européens n'ont pas levé mon immunité parlementaire, parce que l'air de rien, j'aurais pas dû y aller en prison. Et j'ai démissionné de mon mandat pour y aller, parce que je ne pouvais pas concevoir que toi tu n'y vas pas parce que tu es député. Ça, pour moi, c'est pas pensable. Or, j'y suis... Quand la commission qui était là pour me juger dit, mais alors, il paraît qu'il n'y avait pas d'empreinte sur l'enveloppe qui correspondait à ce qui a été raconté. Ben, j'ai dit non. Et il me dit, mais ça vous a pas étonné que... J'ai dit non, ça m'a étonné. Et à ce moment-là, Cohn-Bendit, qui était un de mes ennemis les plus affirmés, prend la parole et dit, vous savez que j'aime pas Tapi, mais je sais que cette histoire tient pas debout. Alors, il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que vous savez, quand vous donnez 20 000 balles à un joueur de football, vous n'avez aucune chance de les retrouver dans une enveloppe 3 semaines après dans son jardin. Vous les retrouvez chez le concessionnaire Alfa Romeo, c'est le concessionnaire Porsche. Mais il n'a pas la conscience d'aller l'enterrer pendant 3 semaines dans un jardin. Donc, j'y crois pas. Bon, donc, la vérité, c'est que le football, comme beaucoup d'autres activités, a été gêné par mon arrivée. Et mon arrivée a gêné beaucoup de monde. Je ne parle même pas sur le plan sportif, parce qu'à la limite, c'est là où je l'entendais le mieux. Non, elle a d'abord gêné un personnage qui s'est enrichi pendant des dizaines d'années sur le football. Et pas avec moi, parce que moi je lui ai dit, j'ai pas besoin de toi pour trouver des agents, des annonceurs, je les connais, donc tu m'excuseras. Or, il n'a pas eu de peau, parce que j'étais le seul club qui faisait vendre, et il avait tous les clubs sauf le mien. Donc lui, je ne vends plus. Ensuite, Canal+ avait l'exclusivité des distributions de matchs. Tous les matchs de Coupe d'Europe étaient sur Canal+. Mais alors, j'ai demandé au président, mais pourquoi tu... Bon, qu'est-ce que tu veux, moi je ne peux pas aller lire à Canal+. Ah, Marseille est européen. Évidemment, on m'appelle pour... je dis, mais non, excusez-moi, je suis actionnaire de TF1. Le match, il va passer sur TF1. Ah, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Il y a une règle. Non, mais c'est pas possible. Nous, on a passé un accord. Mais attendez, vous avez passé l'accord où vous voulez, moi je ne l'ai pas signé. Il n'y a pas d'accord officiel. Il y a un accord avec la fédération pour les matchs français. Il n'y a pas d'accord avec la Coupe d'Europe. Donc je vais faire le match. Sur TF1. 2 jours après, coup de téléphone. Monsieur Tapi, oui. Bonjour, c'est Madame Xoubo de la Ligue. Je me permets de vous appeler parce que, voilà, il y a une particularité dans les règles de diffusion de matchs à l'étranger. Vous ne pouvez pas diffuser un match à la télévision si, ce soir-là, il y a un match de championnat de France. Bon, ça, c'était logique. Oui, alors, eh bien, il y a un match en retard d'Auxerre qui va se jouer ce jour-là. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Ah! Et vous avez trouvé ça toute seule. Non, mais c'est la loi. Bon. Alors, avec TF1, on a occulté par les émetteurs la région d'Auxerre. On a passé un film, et le match Ajax contre Marseille est passé sur TF1. Ils ont donc compris que le monopole était mort, ce qui s'est passé. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui disent, va pas se barrer celui-là, oui. Vous gênez un peu quand même, hein. Voilà, mais donc c'est pour ça que je me plains pas. C'est ça, je veux dire, c'est exprès. Vous avez, voilà, qui sème la tempête, hein, vous connaissez l'histoire. Le tempo, comment c'est passé. Votre succès dans les affaires, dans les années 80, il vous a permis quand même d'amasser une fortune. Non, vous avez une grosse fortune, vous avez été dans les 20 premières fortunes de France. Oui. Bon, bah rien. J'ai juste envie de vous poser une question suite à ça. Que dire aux gens qui vous ont qualifié ou qualifient encore de fossoyeurs d'entreprise? Ah! Ça, c'est très grave. Mais là encore, comme je sais qu'ici, les gens vont avoir envie de savoir, je vais vous conseiller encore un truc. Vous allez taper sur n'importe quel site Manu France, YouTube ou sur Facebook, vous allez taper Tapi Manu France, puisque c'est par la référence de Manu France qu'on m'a traité de fossoyeur. Et vous allez effectivement, je ne mens pas, voir au moins 10 pages
d'articles qui décrivent Tapie, le fossoyeur de Manufrance. Ce qui est justifié quand on sait que Manufrance, ça a été la fermeture totale de l'entreprise et la perte et le licenciement de 2300 personnes. C'est pas un petit truc. Bon. Dieu merci, à l'intérieur de ces 30 pages, vous avez les journaux télévisés de l'époque. Alors vous en prenez un au hasard. Et vous avez un journaliste. Alors, monsieur Tapie, pourquoi vous avez refusé de prendre Manufrance? Parce que j'ai fait une proposition avec un plan qui supprimait 230 emplois. Le maire de Saint-Étienne, associé au syndicat d'entreprise, m'ont viré en n'acceptant pas mon offre, sous prétexte qu'il y avait un plan de licenciement de 220 personnes. Donc je n'ai pas repris Manufrance. Et comme je n'ai pas repris Manufrance, et qu'il s'est passé ce que j'avais prévu en partant, c'est-à-dire qu'au lieu d'en perdre 220, ça sera 2200, je suis devenu le fossoyeur de Manufrance, parce que je n'ai pas été pris pour les reprendre. C'est dur, hein? C'est dur, c'est dur. Voilà. Un exemple de la communauté belge, c'est Donnet, c'est l'entreprise Donnet. Je vais vous dire, rien que le nombre de jeunes chômeurs sans emploi et sans spécialité qu'on a sortis grâce à mes écoles, on a dû en sortir 7 fois plus que le nombre total de licenciements que j'ai opéré dans l'ensemble des sociétés en difficulté. Sauf une. Parce que j'aime bien dire la vérité, sauf une. Parce que c'était impossible, c'est Adidas, qui était dans une situation terrifiante, perdait 2 milliards par an, alors que Nike gagnait 2 milliards par an pour un chiffre d'affaires équivalent qui était de 20 milliards. Et là, je vais vous poser simplement le problème. Adidas comptait 7600 emplois européens pour faire ce chiffre, et Nike 6200 emplois d'Asie du Sud-Est. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, ou bien vous fermez la boîte, ou bien vous êtes obligé d'opérer petit à petit, avec des difficultés, mais vous y arrivez, à décentraliser une partie du truc. Alors j'ai pas fait que ça, j'ai aussi piqué le patron du marketing de chez Nike. Je suis obligé d'avouer que... Justement, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous avez des valeurs, Bernard Tapie? La valeur, elle est d'être dans l'objectif que vous fixez, qui est connu, en ne vous en écartant pas. Après, vos valeurs, elles ne sont pas forcément à votre disposition. Là encore, l'histoire vous expliquera qu'à 27 ans, j'étais vice-président d'une association dirigée par Marcel Loichot, qui s'appelait l'Union pancapitaliste. C'était une association qui avait été créée par lui et qui avait travaillé essentiellement pour le compte du général de Gaulle, qui à l'époque était obsédé par l'envie de faire participer le personnel au capital par ce qu'on a appelé la participation. Et ma valeur à moi, on n'a jamais pu la mettre en place, c'est effectivement, on change totalement les données. Lorsque dans une entreprise, il n'y a pas seulement les propriétaires qui sont les capitalistes de l'entreprise qui vont profiter des succès, mais tout le monde va profiter des succès. Alors il y a des boîtes qui, par des primes interposées, arrivent à compenser, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que de travailler dans une unité de travail pour laquelle on a une participation et que d'être simplement au service de l'entreprise, au service des entrepreneurs. Donc vous voyez, on est limité dans ces objectifs lorsqu'on ne peut pas mettre en place ce que j'aurais bien voulu faire. Parlez-nous un petit peu de l'affaire de votre vie, finalement, c'est le rachat de Adidas, on en parlait. Pourquoi avoir pris ce défi au départ? Attendez, excusez-moi, ils sont venus me chercher, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de repreneurs, ça perdait trop de fric. Et surtout, ce qui était plus grave, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Vous savez, on ne peut pas aller contre le marché, c'est impossible. Adidas, c'était avant tout un fabricant de produits de stade. On appelait ça des produits de stade. Survêtements, maillots, chaussures, etc. Nike, qui était son principal concurrent, était le champion du monde du sportswear. Et tous les ans, le marché du sportswear augmentait de 15% et le marché du stade diminuait de 7%. Donc si vous êtes sur un marché pas porteur avec des prix de revient plus chers, bah, c'est l'échec. Et j'allais dire, c'est peut-être l'affaire la plus facile à dresser, tellement le diagnostic était évident. Alors il restait simplement un petit coup à réussir, qui n'était pas simple, mais bon.
C'était le débauchage du patron de chez Nike, Sportswear, hein, pas le patron de l'entreprise. Et bon, là, on a fait un petit jeu, enfin bon, bref. Le problème, c'est que vous avez dû vendre. Vous avez dû vendre. Ben, j'ai pas dû vendre, j'ai choisi de faire autre chose. Oui, mais là, à ce moment-là, vous avez chargé de Crédit Lyonnais de s'en charger, et là... Non, mais alors là, je vais vous dire, d'abord, c'est pas fini. Non, mais combien... Deuxièmement, j'ai pas du tout envie de vous prendre mon témoignage. Ça sert à rien, elle est en cours, elle n'est pas jugée, laissez-la la juger, et on verra à la sortie, en finale, qui a volé qui. Et pour vous, ça reste une obsession c'est pas une obsession, c'est pas ma vie. Je crois que, vous savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire cet après-midi, parce que la question qui m'était posée ressemblait à celle-là. Vous avez deux moyens d'enrichir votre entreprise, qui est la vie. Soit vous courez après réussir dans la vie, ou réussir sa vie. Moi, j'ai couru tout le temps avec l'envie de réussir ma vie. Et celle-là, elle est réussie 100%. J'ai la même femme depuis plus de 40 ans, j'ai mes enfants, on a eu la chance de pouvoir leur permettre de vivre avec nous, j'ai 9 petits-enfants, et j'ai un arrière-petit-enfant, et franchement, je ne vois pas comment j'aurais pu être plus heureux que ça. Alors, dans la conquête de la réussite de ma vie, il y a eu des moments fabuleux, des triomphes, des drames, des échecs, des scandales, des machins, qui n'ont jamais été jusqu'à me priver, comme le fait ma maladie, car là, elle me prive du bonheur, mais elle ne me prive pas de la réussite dans la vie. Et j'encourage tout le monde, tout le temps, parce que ça, c'est accessible. Et c'est accessible en fonction de ce qu'on a de disponible, et surtout des vertus éventuelles. Le vrai gâchis, c'est quoi? C'est pas utiliser ce que la nature vous a donné. Ça, c'est un gâchis. L'ambition, c'est pas l'ambition sur la tête des autres. La seule qui compte, c'est celle par rapport à vous-même. Hein, si vous avez des qualités, exploitez-les. Si là où vous exercez, en faisant ce que vous faites, ben vous sentez que c'est pas votre truc, tentez autre chose. Et on a 1000 vies, on a celle qu'on se donne. Alors évidemment, ça comporte de prendre des risques, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça comporte aussi beaucoup de chance. Mais il faut en finir avec l'idée que Killy a été champion olympique parce qu'il est né à Val d'Isère. Non, il aurait été né à La Courneuve, il serait devenu Zidane. Mais son caractère, son tempérament, son physique, tout ce qu'il avait pour lui permettre d'être champion de ski, il aurait été champion de sa rue, il aurait été champion. C'est ce qui est étonnant avec vous, Bernard, c'est cette énergie que vous déployez, cette capacité d'adaptation que vous avez. Je vais prendre un exemple flagrant qui est autre que votre cancer, c'est quand vous sortez de prison, vous êtes en faillite personnelle, vous êtes dans l'interdiction de faire des affaires, vous êtes inéligible et vous ne pouvez plus exercer de fonction dans le foot. Et là, vous allez vous reconvertir comme acteur. C'est quand même pas donné à tout le monde, ça. C'est la chance. Ah, ça, c'est une histoire incroyable. Oui, mais ça participe des mêmes choses. Il y a 20 ans avant, Claude Lelouch fait un film qui s'appelle « L'aventure, c'est l'aventure ». Et il a une division qui fait des films d'affaires. Et moi, j'ai un contrat avec une grande boîte d'ingénieurs conseil qui s'appelle la CEMA, dirigée par Marcel Guachot, celui dont on a parlé tout à l'heure, un polytechnicien brillantissime, et qui m'envoie sur un contrat faire des conférences auprès des unions nationales des associations familiales. Et moi, je dis à l'organisateur, écoutez, ne m'obligez pas à faire tous les soirs le discours préambule qui explique les choses. Je préfère qu'on fasse un film, et puis après, on fait questions-réponses avec la salle. Mais pas bon. Et il me dit d'accord. Et c'est comme ça que une des divisions de Lelouch fait le film. Lelouch est en train de chercher pour son film « L'aventure, c'est l'aventure » un avocat qui sortirait Charles Denner, Brel, Ventura, et je ne sais plus lequel, je ne sais plus, Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, il y en a un. Ah oui, l'italien, là. Macchione. Ouais. Ils font des conneries et ils cherchent un avocat pour plaider pour eux. Et Charles Gérard, qui est patron des lieux, il dit « J'ai vu un mec incroyable. Ah, il faut que tu l'envoies, tu vois, celui-là, il va te plaire. » Donc Lelouch regarde le film et il m'appelle. Il me dit « Voilà, il m'explique le truc. Est-ce que ça vous plairait de jouer ce rôle-là » Bah, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?»
J'en parle à ma femme quand même. Hein. Oui, après la politique, c'est bon. J'en parle, elle me dit, bah oui, c'est marrant. Donc je lui dis oui, on est au mois de mai. Il me dit, bon, on se voit juste après les vacances. Et après les vacances, il m'explique que le tournage va durer 7 mois en Amérique latine. Je lui dis, non, mais attendez, moi, j'ai mon boulot, je l'adore, je ne veux pas devenir acteur. Ça me faisait marrer de le faire, mais si c'était 15 jours, une semaine. Donc je ne le fais pas. Comme il est parmi tous les Français au courant qu'on m'interdit tout, il m'appelle, il me dit, dis-moi Bernard, est-ce que tu es interdit de faire du cinéma? Ben je lui dis, je crois pas. Et si on faisait le film que tu n'as pas pu faire il y a 20 ans? Eh bien d'accord, c'est ça qu'on appelle le coup de chance. Le coup de chance, c'est qu'il me propose un truc. Et on fait des records de recettes dans un film qui s'appelait Homme-Femme Mode d'Emploi. Il s'est peut-être, je ne sais pas s'il est passé en Belgique, mais en tout cas c'était un truc. Et puis derrière ça, deuxième coup de bol. Ah, il en faut, hein. Bah, ça y est, on ne peut pas avoir que des emmerdes quand même. Deuxième coup de bol, c'est qu'il présente le film à Chicago, au Festival de Chicago. Et là, le président du jury, c'est, comment il s'appelle déjà, le fils de celui qui a une fausse tête là, Michael Douglas. Michael Douglas a hérité, il a hérité de son père vivant de toutes les pièces de théâtre qui se sont jouées à Broadway ou qui se sont jouées aux États-Unis, dont une Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et il se fait que ça fait 1 an et demi qu'il cherche un acteur en France pour jouer Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et j'ose pas vous dire par modestie le nombre d'acteurs français qu'on fait valoir leur candidature. Ça leur a pas plu. Et le mec voit le film, il fait « Voilà, c'est lui McMurphy !» Et là, tout le monde se marre en disant « Attends, lui, il n'est pas acteur. » Il n'est pas acteur? Ben non, il n'est pas acteur. Ben écoutez, moi, je voudrais bien qu'on le teste quand même. Donc on m'appelle, on me dit « Est-ce que tu veux bien passer à un casting là ?» Ben, je dis « Oui. » Et voilà comment je deviens acteur de théâtre. Deuxième coup de peau, reconnaissez. Donc, la vie, elle n'est pas seulement faite, on a du talent. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est laisser passer les trains, par contre. Ça, vous pouvez me faire confiance, je ne les laisse pas passer. Hein. J'ai plutôt tendance à monter dedans en marche. Hein. Non seulement je ne laisse pas passer, mais voilà, j'ai déjà un pied sur le marchepied. Bon, voilà. Vous comptez remonter sur scène? Ça fait partie. Là, je vais le faire. Là, oui, là, je vais le faire. Je suis en train d'écrire un truc qui va être énorme. Non, le répétez pas quand même. Hein. Bon, en tout cas, on est prévenu, j'espère que non, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez ce qui m'a inspiré? Je vais vous dire d'abord 2 éléments. Le premier, Johnny, qui est un copain. Bon, il n'y a pas de super-homme devant les épreuves, on est tous pas loin d'être les mêmes. Donc il faut se servir des exemples des autres et ne pas se surévaluer. On peut dire, tu as de l'énergie, tu te bats, bon, tout ça c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il y a des fois, je suis comme tout le monde au fond de mon pieu, et j'en ai marre de dégueuler, d'avoir la chiasse, j'en ai marre. Et je dis, bon, j'en peux plus. Et si vous n'avez pas à un moment un projet qui n'entraîne pas seulement votre engagement à vous, mais l'engagement de plein d'autres choses, ben vous n'avez plus le choix. Et Johnny s'est vraiment prolongé la vie de plus d'1 an, grâce au fait qu'il a accepté, avec un courage que personne ne peut douter, ne peut soupçonner, de faire la tournée des grandes gueules, parce qu'il s'y était engagé, il a été... Bon, bref. Donc, il y avait ce premier motif-là, c'est de me dire, si je projette ça pour avril de l'année prochaine, là, je me gagne 1 an. Et la deuxième chose, c'est que vous avez vu la France, d'un seul coup, avec la Coupe du Monde, ce qui s'est passé. C'était inimaginable. Inimaginable. Et pourquoi? Parce qu'ils ont gagné? Pas seulement. Et je le dis au passage, et là, c'est pas un effet de salle, vous auriez eu Deschamps chez vous, vous gagnez la Coupe du Monde. Je le pense vraiment. Tant pis pour le sélectionneur d'équipe belge. Non, je le pense. Et donc, d'un seul coup, j'ai retrouvé
ce qu'il y avait au stade Vélodrome, qui est une ville déchirée sur le plan politique comme vous n'imaginez pas. D'abord, c'est celle où le Front National est régulièrement au plus haut, où l'extrême gauche, vous l'avez vu maintenant avec Mélenchon, est au plus haut, où c'est une ville qui parle fort, qui est plutôt grande gueule, enfin, etc. Au stade, que ce soit dans la loge qui coûte je ne sais pas quel prix, ou dans les virages nord où les mecs viennent avec leur sandwich, tout le monde communiait pour une même volonté de voir gagner les siens. Pas un acte de délinquance en 8 ans dans ce stade. Pas un. Alors que sur les parkings du même stade, je ne vous raconte pas le nombre de bagnoles, on l'a retrouvé sans les roues. Hein. Mais même pas un vol à la tire. Comme si ce lieu était sacré. Comme il s'est reproduit, et de la même manière, y compris avec des gens qui ne s'intéressent pas au football, mais d'un seul coup, même en Belgique, hein, je pense qu'on a retrouvé ça aussi. Hein. Il y a eu une ferveur. Bon. Je dis merde, ça ne peut pas être que le sport qui fasse ça. Et si on faisait un spectacle avec les arts, c'est-à-dire la chanson, la musique, la danse, qui sont très départagés là aussi, au niveau des goûts. Et pourquoi? Parce que le mec qui est dans une cité au Aubervilliers, il n'a pas les thunes pour aller voir les danseuses de l'opéra. Donc il ne sait même pas ce que c'est, il est en tutu, ces conneries-là. Et puis celui qui est... Hein, il ne va pas voir les spectacles de rue où les mecs font des pirouettes sur la tête, etc. J'ai dit, ben on va essayer de monter un spectacle et on fera la moitié de la salle payante, l'autre moitié de la salle gratuite. La salle gratuite sera distribuée par les conseillers régionaux et on va faire un spectacle où il y aura la danse classique, la danse moderne, des rappeurs, etc. Et pareil avec la musique, pareil. Voilà. Donc j'ai ça dans la tête et on est en train de le monter. Il sera prêt, à mon avis, pour la même date l'année prochaine. En tout cas, félicitations parce que... Oui, j'espère, voilà. Toutes les pièces que j'ai jouées, je les ai jouées au moins une fois à Bruxelles, une fois à Liège. Eh bien, on se réjouit. Tout le temps. Lors de votre dernier déplacement à Bruxelles, il y a une journaliste qui vous a posé une question. Elle vous a dit, tiens, monsieur Tapie, vous êtes victime d'acharnement. Vous lui avez dit, évidemment, mais c'est à mon estomac qu'il faudrait poser la question. Pour vous, votre cancer, c'est le résultat de toutes ces années de stress que vous avez connues? On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Le mauvais on n'en sait rien, il y a plein de trucs. Bon. J'ai pas le profil pour l'avoir parce que je ne fume pas et je ne bois pas du tout. Contrairement à certains de mes copains. Je les entends même pas rire en interview. Non, mais moi, je pensais qu'ils allaient se fendre la gueule quand même. Non, parce que là, ils ne peuvent ne pas se reconnaître là, quand on dit ça. Pas du tout à qui on fait allusion. Ils ont pas envie de... Ah si, il y en a un qui vient de rire quand même. Hein. Donc, j'avais pas le profil. Mais bon, vous savez, le cancer, il choisit ses cibles en fonction de ce qu'il veut. Hein. Donc, non, je sais pas. Ça aide pas quand on est stressé, quand on vit dans l'angoisse. Ça aide pas, évidemment. Ça, il y a un dicton populaire qui est pas con qui dit « Il faut pas trop se faire de mauvais sang ». Ou « Il se fait de la bile ». C'est des trucs... C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Mais il faut pas non plus reporter... Non, voilà. Est-ce que vous pensez que ce facteur santé, ça va changer le regard que les gens ont sur vous? Par exemple, au niveau des décisions de justice? En France, oui, parce qu'en France... si vous voulez, on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, l'affectivité des Français est guidée plus par des raisonnements moraux que par la spontanéité de ce que vous avez envie d'avoir pour une personne. Je veux dire par là que vous avez des gens qui sont fermés à la réussite. Bam! C'est comme ça. Ils n'aiment pas les gens qui réussissent. D'autres, ils n'aiment pas les gens qui incarnent le bonheur. Parce que leur façon d'être heureux, c'est de vivre du malheur des autres. Vous avez en France 2 doctrines qui sont devenues des idéologies mourantes, mais très présentes quand même. Et qui fait que pour être heureux, on a une marge de manœuvre très faible. Hein. Il y a l'éducation judéo-chrétienne, qui est très forte, qui est très ancienne, et comme vous le savez, qui nous promet le bonheur plus tard. Hein. On a le droit d'être heureux après. Et le marxisme, qui est quand même ancré encore, même s'il est moins présent parce que la doctrine est partie, mais on a le droit d'être heureux tous ensemble. Hein? Pas toi tout seul. Alors, évidemment, entre il faut être heureux tout seul, pas tout seul, et il faut être heureux après,
on a du mal à donner comme envie aux gens le bonheur des autres. Et si vous regardez la télé française, elle est nourrie des choses qui montrent que, après l'émission, Bobonne, on lui dit « Eh, t'as vu, on n'est pas si mal que ça, hein, quand même, regarde, hein, t'as vu ?» Ou alors un mec qui était tout à fait brillant, qui la ramenait, machin, « Eh, regarde-le, lui, ah, t'as l'air malin maintenant !» Bon, on est quand même dans un pays maintenant où il est très difficile. Il y a un sondage qui signifie ça. Question. Êtes-vous heureux, très heureux, malheureux ou très malheureux? 67% heureux ou très heureux. Pensez-vous que les Français sont heureux ou malheureux? 74% pensent qu'ils sont malheureux. Voici qu'est l'équivalent de gala, mais gala, la vie est belle. Voici, c'est « Oh, t'as vu les bourrelets gala ?» Et bien voici, ils vendent 3 fois plus que gala. Donc, il faut changer ces choses-là, et je pense que ça sera un pari difficile d'y arriver. Mais il faut le tenter, et je vous dis, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde est le résultat qui montre que c'est possible. Alors, je l'ai expliqué pourquoi. Il ne ramenait pas les mecs. Vous avez toute cette bande de jeunes qui étaient de bonne humeur. Quand ils étaient titulaires, ils étaient de bonne humeur. Quand ils n'étaient pas, ils étaient de bonne humeur. Je veux dire, ils ont pas inspiré on est des balèzes, non. On nous a pas vendu les Black Blamber. Ouais, est-ce qu'on avait fait le coup d'avant que cette connerie, Black Blamber? Est-ce qu'on regarde s'il est black, s'il est beurre, s'il est blanc? T'es footballeur, point barre. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. Enfin, donc on est revenu, grâce à Didier, sur des règles de valeur purement sportives, de bonne humeur, et où chacun montrait qu'on avait envie d'être copain avec eux. Vous voyez? Voilà, pas plus compliqué que ça. Et je pense que l'équipe de Belgique a inspiré la même chose. Ils donnaient le même sentiment. Donc ça m'a donné envie de dire, eh ben c'est pas foutu. Simplement, il y a du boulot. Vous parlez de bonheur, de bonne humeur. Il y a une personne que j'aurais voulu interviewer presque autant que vous. C'est Dominique Tapie, votre épouse, qui n'a pas pu être là malheureusement. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'être la femme de Bernard Tapie. Mais il faut croire que globalement c'est plutôt pas mal, ça fait 42 ans. Hein. Tout à fait, oui, merci. Donc voilà. Alors, c'est pas facile, sûrement. Mais on s'aime beaucoup. Et je crois que dans tous les couples, c'est difficile, il y a des chicanes à prendre, il y a des... Bon, mais s'il y a ce qui est fondamental dans le couple, eh ben ça tient. Il me semble vous en avoir parlé. Un couple, c'est compliqué à monter, c'est compliqué à durer, et il ne faut pas abandonner au premier passage difficile. Ça, c'est la facilité. Et si on lutte un peu, vous savez, moi j'ai l'expérience de mes copains qui sont séparés parfois de leurs femmes. Bon, souvent, à part d'en avoir une 20 ans moins d'âge de la précédente, je ne les ai pas vus beaucoup plus heureux, et ils ne m'ont pas épaté par le changement. Donc, voilà. Non, là aussi, c'est une question de chance. Hein. Parce qu'il faut quand même trouver la personne avec laquelle vous allez passer vos années à essayer d'évoluer un peu de la même manière. Mais c'est vrai que c'est une des clés du bonheur. Ça, je suis certain. Elle a toujours eu foi en vous, même quand on vous a dépossédé. Oui. Ah oui, sauf au moment où elle m'a dit « Ah non, mais attendez, il ne faut pas croire qu'elle n'avale pas tout. Hein, la dernière aventure politique qui s'est terminée, comme vous le savez, à un moment, on m'a prêté, parce que j'avais repris la Provence, et donc tout le monde a dit « Ah, ça y est, il va se faire Marseille ». Elle m'a dit « Je te préviens, hein, là, cette fois, tu retournes en politique, et moi, je me taille. » Et d'ailleurs, il n'est pas con, Godin, parce que je vais vous raconter l'anecdote drôle. Pour les 20 ans d'anniversaire de la victoire en Coupe d'Europe, on se retrouve dans les tribunes, ma fille d'ailleurs, qui était au milieu du stade en train de chanter We Are the Champion, arrive Godin. Godin, le maire de Marseille, il s'approche de moi et il va directement vers ma femme. « Madame, je vous salue, je sais tout ce que je vous dois. » Il avait compris.
Bien, je pense qu'on pourrait passer aux questions du public. Qu'est-ce que tu Ah bah, avec plaisir. Et il n'y a pas d'interdit, hein. Vous pouvez les poser toutes. Alors, il y a des micros qui se baladent, normalement, sur les côtés. Donc, j'attends. Ben, on peut allumer un peu la salle si oui, ce serait bien à ça. partir du moment où vous devenez acteur à votre tour, que j'ai la chance de vous apercevoir quand même. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois une main ici. Bon. Ah, voilà, on voit mieux déjà. Ah. On peut avoir un micro? Ah, parce que si vous Il y a ici les micros. Là, la question, s'il vous plaît. Allô. Justine. Ouais. Ça fonctionne. Bonjour Bernard. Oui. Tu parlais justement de ta fille Sophie. J'ai encore eu un message WhatsApp avec elle. Elle est super fière de toi. Et la question, c'est... on a vu par rapport à ce que tu dis que la réussite, c'est beaucoup lié aux attitudes. Et je voulais savoir pourquoi... Je suis navré, vraiment. J'entends pas du tout, moi, ce qui se dit là. Alors, vous mettez les renvois de son plus fort, ou bien ça va être compliqué, parce que le micro est fort, hein, je l'entends fort, mais hein, vous êtes d'accord? Tout à fait, tout à fait. Allez-y. Là, vous entendez mieux? Oh. Allez-y. Donc la question, c'est la réussite, c'est de ce que j'ai compris, c'est beaucoup lié aux attitudes. Et je voulais savoir, dans votre réussite, quelles sont les 3 attitudes pour vous qui sont les plus importantes comme entrepreneur pour se distinguer? Alors, la première, c'est un constat. J'ai été très en avance sur un point. Le comité directeur du groupe, qui avait son siège avenue Fouillé de Landes, sur 6 personnes, il y avait 4 femmes, on était 2 hommes. Ça, c'était il y a 40 ans. Car j'étais absolument convaincu, mais convaincu, et je le suis encore, que par les rôles que chacun de nous avons, dans une entreprise, les sentiments intuitifs, imaginaires, ou en tout cas imaginatifs des femmes seraient très utiles. Et ça a été le cas. Deuxième, on est tous encore très amis. Et quand je dis très amis, c'est très amis. Ici, j'ai des amis qui sont très proches, ils savent, ils pourront témoigner. La secrétaire générale Noël Pellode, mon assistante principale Muriel Frangouliste, elles sont toutes encore, et on est tous encore comme ça, les uns avec les autres. Le troisième élément, je dirais, j'ai le football pour vous prouver ce que je vais vous dire. Il n'y a pas un joueur, pas un, qui n'est pas devenu meilleur quand il a mis le maillot de l'OM, quel que soit l'endroit d'où il venait. Je parle de l'OM de mon époque, hein, pas celle de Dreyfus, où j'ai fait un court séjour de 6 mois insupportable. Et il n'y en a pas un qui a gardé son niveau après. Et là, je parle sous le contrôle d'un grand spécialiste qui a un peu trahi son coin, puisque maintenant il fait du foot chez les Flamands. Bref, on ne va pas s'appesantir. Donc, l'essentiel, le plaisir que vous pouvez avoir, et c'est pas vous personnellement, hein, parce que je ne dirigeais pas moi-même directement les 6 ou 7 000 personnes, mais c'est clair qu'on crée les conditions qui fassent qu'il avait envie de se surpasser quand il était dans une de nos sociétés. La preuve, à l'époque où j'avais toutes ces sociétés, il y a un sondage qui a été fait auprès de 2000 des employés. Sur les 2000, quand on leur a posé la question sans qu'ils sachent pourquoi s'était fait le sondage, dans quelle société travaillez-vous? Au lieu de répondre Testu, Terraillon, La Vie Claire, Vonder, Adidas, etc., ils répondaient chez Tapi. Ça veut dire qu'ils se sentaient plus concernés par globalement le label. Alors pourquoi? C'est ça la vraie question, pourquoi? Eh bien, chaque entreprise, certaines en étant sponsors d'un lieu qui était un opéra, certains sponsors d'une équipe de cyclistes, certains sponsors d'une équipe de football, d'autres, c'est-à-dire
de leur donner des éléments de fierté, car partez d'un principe, pour les cadres supérieurs et les cadres, ils n'ont pas besoin de leur entreprise pour se faire briller, ni pour se faire valoir. Ils ont leur cercle, ils ont leur propre performance. Mais je peux vous affirmer qu'un balayeur, qui est balayeur à la NASA, vous voyez, il a la NASA ici. C'est-à-dire qu'il participe à l'envol des fusées qui vont sur la Lune. Il n'est pas pareil que s'il est balayeur dans une ville de France. Il est donc indispensable de créer les éléments dans une boîte qui fait que vous le valorisez à votre tour d'être dans cette boîte-là. Et pour expliquer, comme vous vouliez que je vous l'explique au niveau de l'équipe de Marseille, c'est pas parce qu'on a gagné, c'est parce qu'on se comportait comme des gens qui n'acceptaient pas de tout donner, comme le font, je sais pas quoi, les marathoniens, ou comme le font les skieurs de fond. Vous avez vu un skieur, quand il arrive sur la ligne d'arrivée, comment ça se passe? Il est vidé, le mec, il ne peut plus avancer. Vous avez vu beaucoup de footballeurs sortir sur le terrain à plat ventre. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, il faut leur donner cette envie-là. Donc, voilà les quelques principes que j'ai toujours tenu à mettre en exergue et qui ont bien réussi à ceux qui ont fait le parcours avec moi. Une autre question, il y avait un monsieur là qu'on a privé de micro. Voilà, regardez. Attendez, vous êtes il arrive. le micro. Voilà. Elle arrive plutôt. Et il est tout vert en survêtement. Oui, c'est un vrai. Vous m'entendez, monsieur? Très bien. Très bien. Moi, je n'ai pas vraiment des questions à vous poser. Bon. Mais c'est seulement, j'ai préparé un petit compte-rendu vous concernant. Allons donc. Sachez que je suis un fan de l'Olympique de Marseille. C'est vous qui m'avez amené à l'Olympique de Marseille, déjà. Ah bon. D'accord? Alors, bonsoir, monsieur Tapé. Ou plutôt, si vous me le permettez, Bernard. Déjà, comment allez-vous? Maintenant, je sais, vous allez beaucoup mieux. Je sais, et nous savons, vos petits soucis de santé. Je n'ai pas vraiment de questions autres que sur l'Olympique de Marseille. Vous pouvez poser juste une question efficace. Non, j'ai envie de mettre monsieur Tapé en avant. À l'honneur. À l'honneur. Et je vous dirai pourquoi. C'est pas ce que je préfère. Hein. Mais moi, c'est ce qui me convient. Je préfère le challenge. Moi, c'est vraiment ce qui me convient. Après, c'est bref. Hein. C'est bref. C'est bref. Alors, il n'y a que deux faces. Je dis toujours en parlant de vous, mon pote Tapé, comme je dis mon pote Johnny. C'est votre pote Johnny, c'est le mien aussi. Je vous remercie, vous, Tapé, président de l'OM. Et quel président? La coupe aux grandes oreilles, c'est vous, grâce à vous, à Raymond Gothaz et toute cette super équipe, bien sûr. Pour ne pas oublier Raimondo. Attendez, j'arrive. Ça finit comment? Ça finit. Voilà. Je vais vous expliquer, M. Tapé. Un corner d'Abedi Pelé, Oui. une tête décroisée de Basilou, 1-0 pour l'OM, la Coupe d'Europe est à nous. Voilà. Aux grandes oreilles. C'est pas tout. J'en ai gagné qu'une, hein, pourtant. Toujours pas égalé en France. Toujours pas. Et pas près de l'être. Même avec les grandes stars parisiennes. Oh. Je m'excuse. C'est comme ça. Alors pour tout cela, Bernard, je vous dis tout simplement merci. C'est pour cela que je suis là ce soir, pour vous, avec vous. Bernard, vous êtes un mec super et un grand monsieur. Respect. Merci à vous. Bravo, merci. Peut-être une question maintenant. S'il y en a une ici à droite et puis à gauche. Il y en a deux, voilà. Hop, on y est. Regarde pas. Ah. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Tapie. Vous avez expliqué de manière très claire la difficulté, la grande complexité du monde politique avec l'arbitrage, je pourrais dire presque l'arbitrage de votre vie entre la vente d'Adidas pour revenir en politique. Il y a un autre parcours qui a été très marquant, qui m'a, étant français, également très marqué, celui de Pierre Bérégovoy. Est-ce qu'on peut considérer quelle est votre position, votre vue sur le suicide de Pierre Bérégovoy? Peut-on dire qu'il a été victime de la difficulté du monde politique? Il a été victime essentiellement de sa résistance qui a été mise à mal
par les accusations qu'il ne supportait pas. Bérégovoy, c'était vraiment un... On était deux seulement, fils d'ouvriers, dans ce gouvernement-là, il y avait lui et moi. Tous les autres avaient été dans des situations familiales qui étaient plutôt confortables. Donc il était évidemment plus fragile. Et là-dessus, on l'a accusé d'avoir accepté un prêt d'un montant totalement ridicule. Et j'allais dire, c'est plutôt bon signe quand un ministre des Finances français est obligé de faire un emprunt pour acheter un studio. Je dirais franchement que c'est plutôt bon signe. Mais bon, il n'a pas accepté le procès qu'on lui faisait, etc. Alors après, moi je crois que il avait peu de raisons d'avoir envie de continuer de vivre. Je vous en dirai pas plus. J'espère que vous comprendrez. Voilà, il était seul à affronter. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas autour de lui des gens qui l'aimaient, mais pour lui, c'était... Je reprendrai, vous vous rendez compte, l'attitude de Mitterrand, qui était toujours un homme qui savait calculer ses coups. Hein. La position qu'il a prise sur les chiens de journalistes en utilisant cette phrase, qui est à la fois très exagérée et à la fois qu'est-ce qu'il ressentait. C'était vraiment la traduction d'une souffrance terrifiante. Terrifiante. Moi, en Conseil des ministres, il m'a passé plusieurs fois des petits mots en me disant « ils vont m'avoir ». C'est-à-dire qu'il a tout de suite placé ça sur le challenge de sa vie. Autrement dit, c'est « je vis ou je meurs ». Vous voyez ? Et lui, ils l'ont vraiment tué. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il faut comprendre que, moi j'ai failli le faire une fois, je vous signale, pourtant je suis fort. Et sans l'intelligence de ma femme, vous voyez, je vous le dis, je n'ai pas dit souvent, qui a eu l'intelligence de sortir de là où il se trouvait, un engin qui allait mettre un terme à mon existence, je l'aurais fait. Parce que je considérais, et c'est ça qui peut vous faire basculer, pas le mal que je reçois moi, le mal que je véhicule auprès de ceux que j'aime. Quand vos gosses vont à l'école, que sur les placards des marchands et des kiosques, vous avez votre tête avec marqué l'escroc. Quand on dit que votre nom c'est devenu une injure publique, vous vous rendez compte qu'un gamin qui a 10 ans, 12 ans, il se fait chahuter à longueur de journée. Donc, il y a un moment, pourquoi? Voilà, pourquoi? Alors vous savez que votre disparition va les faire souffrir, mais ça sera plus brutal, mais plus court dans le temps, plutôt qu'une souffrance permanente. Voilà. Alors moi, c'est plus le cas, parce qu'ils sont très entraînés. Hein. Maintenant c'est la fin d'un grand marathon, donc ça les touche plus. Mais Béret, qui n'a jamais été contesté, qui, grâce à son talent, il est passé de rien à maire de Nevers, de maire de Nevers, secrétaire d'État, de secrétaire d'État, ministre des Finances, qui a mis sous sa coupe tout ce ministère qui est une administration puissante comme aucune autre. Il a été respecté comme ministre des Finances. D'un seul coup, on le traite de voyou, de vendu, de bon. Et donc, voilà. Mais vous avez raison, ils l'ont tué. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Une autre question, peut-être? Un peu plus gai. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci d'être devant nous ce soir. Ben, moi, ce serait une question un peu plus légère, hein, une question sérieuse, une question légère. Il y a pour tout le public, faut les deux. Pour tout le public qui est représenté d'ailleurs ce soir. J'aimerais que vous me donniez la véritable raison du transfert avorté de Maradona en 89, 90, parce que moi je ne crois pas à celle des médias, encore faut-il qu'il y avait vraiment moyen de le faire venir quoi, ou pas. Alors c'était quoi celle des médias? Moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a une fuite médiatique, et ça ne s'est pas fait. C'est un peu court je trouve comme explication. Je sais pas ça du tout. D'accord, voilà. C'est bien que vous nous donniez la véritable. Et si vraiment il était possible qu'il vienne? Je vais vous la donner... Je vais vous la donner en partie. Naples, à cette époque-là,
est dirigé par un type, d'ailleurs, je crois qu'il ne m'a jamais payé ce qu'il me devait dans une opération, je pense. Luciano Cerezo, quoi. Bon, c'est un type malhonnête et il n'y a aucun doute là-dessus. Et Maradona était plus qu'un joueur, symboliquement et pas que symboliquement. Et donc, l'idée qu'il pouvait quitter Naples a bien sûr déplu à ceux qui aiment le football, mais a déplu aussi beaucoup à ceux qui faisaient commerce de Maradona. Et ils ont organisé, à l'occasion du séjour de l'été qui précédait ce transfert éventuel, j'étais sur mon fossé en Sardaigne. Pas pour moi, parce qu'ils sont trop intelligents mais pour lui d'abord. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois, vous savez. Surtout à Marseille. Et pour éviter de succomber, pour être très clair, et pas jouer la langue de bois, partout où il y a du fric, et où il y a beaucoup de fric, il y a des gens qui tournent autour de là où il y a beaucoup de fric. Je n'ai pas besoin de vous le raconter, vous le savez bien. Donc autour des joueurs qui sont riches, extrêmement riches, il y a des gens qui circulent. Alors certains se contentent d'être simplement leurs conseillers, d'autres vont un peu plus loin. Donc il faut que ces joueurs soient dans un club qui soit totalement hermétique, ce qui est le cas de 90% des clubs. Totalement hermétique à la pénétration et à l'infiltration dans le club de ce genre de mecs-là. Quand je suis arrivé à Marseille, sur le premier match, on a beaucoup de difficultés à se faire une idée du nombre de spectateurs quand on ne connaît pas le stade. On voit du monde, mais c'est difficile de chiffrer. Bref, on était avec Hidalgo, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Bon, ça marche bien. Je demande la recette, on me dit, on a fait 14 000. Merde! C'est drôle, j'avais l'impression qu'il y avait plus que ça. Le deuxième match, j'appelle Jox, qui était le ministre de l'Intérieur, je lui demande s'il peut venir avec des compteurs. Vous savez, c'est-à-dire ceux qu'on a l'habitude d'utiliser pour chiffrer en gros les masses de gens. Alors ils ont mis des brassières de photographes et ils ont photographié le stade. Et en fait, il y avait 10 000 faux billets. 10 000 faux billets. Donc il a fallu virer 180 guichetiers. Mais il a fallu virer aussi tous les mecs qui étaient à la buvette. Donc, enfin, voilà. Si on veut qu'un club soit respecté, il faut qu'il soit respectable. Et il ne faut pas croire qu'on est plus fort que les autres et qu'on va pouvoir... Non, il faut tout de suite éradiquer le mal et faire comprendre que ça ne se passera pas. Et à ce moment-là, on vit à peu près tranquille parce qu'effectivement, ils voient que ça ne pourra pas se faire. Si on laisse la porte ouverte, ne serait-ce qu'entrebâiller, alors là, et c'était le cas de Naples. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. La porte était entrebâillée. Une autre question par là, je vois. Et je vous raconte des trucs hein, quand même, je réponds. C'était l'objectif. Mais toute on a intimité, convenu que c'était resté entre nous. Hein. Bonsoir, M. Tapi. Dans votre vie extraordinaire, quelle est professionnellement parlant, je vais dire, quelle est la pire chose qui vous soit arrivée? Ce qui vous a affecté le plus? Vous vous êtes dit, putain, là, c'est pas possible qu'il m'arrive ça. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Hein. Non, à part la maladie, je parle pas professionnellement parlant. Ah bah professionnellement parlant, quelle est l'aventure que j'ai regrettée le plus peut-être? Je ne sais pas dire, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas une en particulier qui m'a marqué pour l'instant de mes jours. Par exemple, tous les dirigeants d'Adidas, tous, y compris ceux qui ont été mis en place par le Lyonnais, disent Adidas a été sauvé par Bernard, on n'a fait qu'appliquer son plan, et quand il a vendu, on était en bourse les 8 mois après, à la Bourse de Paris, à 11 milliards de francs. Donc elle était loin d'être en faillite. Et néanmoins,
elle vaut 32 milliards d'euros aujourd'hui. Hein. À aucun moment je me dis « Oh, qu'est-ce que t'as été con ah, tout ça pour être ministre de la ville, etc. » Voilà, vous voyez, je suis incapable de conserver en moi tout ce qui a été mauvais. Je vais vous raconter une anecdote. Parmi les journalistes qui m'ont flingué, il y en a qui ont fait une vraie course à l'échalote. Je pense à deux là. Un qui s'appelle Davet, qui est au Monde, et un autre qui s'appelle L'Homme, qui sont les deux types, vous savez, qui ont fait le livre sur Mitterrand, sur Hollande. Ils m'ont massacré, etc. Puis, à un moment, ils n'ont plus envie de me massacrer. Ils m'ont téléphoné, ce qu'on peut se voir, mais bien sûr, et on a bu un coup ensemble, on a parlé. Ma femme rentre dans le salon au moment où ils sont là. Elle les regarde. Bonjour madame. Quoi, pardon? Bonjour madame. Vous plaisantez, non? Elle s'est barrée. C'est-à-dire qu'elle, alors, fini pour la vie. Moi non, je m'en fous. Mais c'est sincère, c'est pas un numéro. Je ne mémorise pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Et surtout, je crois que c'est vraiment pas bon, quoi. Parce que ça cultive l'échec, la contre-performance, la mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe. On ne peut pas vivre avec ça. Il faut conserver tout ce qui est bon. Vous savez, si on faisait un peu l'inventaire de la recette du bonheur. Allez, on va se faire cet exercice-là. Si vous êtes issu d'un mariage qui a duré 25 ans, si vous êtes 2-3 frères et sœurs, on peut dire si vos parents se sont aimés normalement. Votre père a envoyé quelques milliards de voyageurs pour satisfaire votre mère. Et vous êtes 2 ou 3 frères, c'est-à-dire 2 ou 3 sur des milliards d'autres qui n'ont pas vécu. Est-ce que vous mesurez si ça, c'est pas une chance incroyable? Le fait d'être là, d'avoir vécu, d'exister, de vivre cette aventure inouïe, c'est un bol incroyable. Et ne pas savoir en jouir vraiment, mais c'est du vice, enfin c'est incroyable, ça mérite débat. C'est vrai qu'on n'est pas des béats heureux et tout, mais merde, on existe, on vit. Si la santé est là pour vous aider, le matin, on est heureux. Rien que d'être là en bonne santé, avec une femme en bonne santé, c'est bon. Voilà, on va avoir le temps de subir le décès. Mais le décès, c'est quoi? C'est la fin normale. Alors après, on l'interprète comme on veut. Moi, je sais qu'on meurt jamais. Mais il y en a qui pensent qu'on meurt. Ça les regarde. Mais on a vécu. Alors le temps qu'on vit, il n'est pas long, mais il est tellement incroyable en statistique que ça devrait suffire à nous combler de joie pendant le moment où on est en bonne santé. Voilà. Donc après le reste, bon, c'est bien, il a réussi, l'autre il n'a pas réussi, lui il est célèbre, l'autre il ne l'est pas. Bon. C'est comme ça. Mais franchement, on n'a pas tous la même notion du bonheur. En tout cas, moi, je l'ai suffisamment pour ne pas m'emmerder la vie à mémoriser quel est le truc qui t'a le plus fait de mal. Et puis quoi encore? Non, et puis quoi encore? Demande-moi ce qui m'a fait le plus plaisir. Et qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir? La naissance de mes mots. Ah, et j'ai un truc. C'est un truc très intime et qui est très touchant. Mon père était un timide. Il a été élevé à la dure d'un Ariégeois. Et c'est vrai que c'est un pays très dur. Bon. Et donc, une pudeur démesurée qui l'a empêché toute sa vie à nous faire des compliments ou à nous adresser des marques d'affection suffisantes pour que, par exemple, il nous dise « je t'aime » ou que même il le dise à ma mère, qu'il a adoré comme j'ai jamais vu quelqu'un adorer sa femme. Mais ma maman, elle était en manque d'affection qu'elle compensait avec ses fils. On est 2. Et il a 90 ans, il habite Marseille, et il fête un événement, je ne sais plus lequel, avec 2 couples d'amis.
Et à un moment, il est avec son verre de champagne. Et il dit, vous savez, j'ai vécu avec une femme formidable. Et il meurt. Mon papa est mort dans la seconde qui a suivi cette déclaration d'amour sur ma mère, qu'il n'avait jamais fait pendant toute son existence. Alors voilà un événement qui m'a gravé pour le restant de mes jours, d'un père qui était fabuleux mais qui n'arrivait pas à dire les choses et qui, par une circonstance inimaginable, trouve la ressource juste dans l'instant avant de mourir de dire j'avais une femme formidable. Elle est pas belle la vie, merde. Alors, on prend encore une ou deux questions? Oui. Est-ce qu'il y a encore des doigts qui se lèvent dans la salle? Voilà, ici, oui. Là-bas. Voilà, quand j'analyse un petit peu votre parcours, je vois peut-être une erreur potentielle, enfin, c'est mon hypothèse. C'est pas les matchs polémiques, c'est pas Adidas, c'est pas la chanson, même si beaucoup pourraient le penser. La seule erreur potentielle, c'est peut-être l'entrée en politique, à savoir, vous avez l'argent, vous avez la notoriété, et il vous manquait peut-être le pouvoir ou avoir les cartes en main. Si c'était à refaire, déjà, est-ce que vous pensez que c'était une erreur? Si c'était à refaire, vous êtes plutôt du genre à vous dire moi, je regrette rien, je fais tout pareil, je prends le mauvais côté, je prends les bons côtés, et puis c'est comme ça. Ou bien, vous referiez les choses peut-être différemment, et quelles sont les erreurs que vous ne recommettriez plus? Alors, contrairement à ce que vous pensez, je ne referai pas de politique, c'était à refaire. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Il faut en faire pour mesurer à quel point on n'est pas récompensé assez vite, à mon goût, par rapport à ma nature, des efforts qu'on fait pour rendre les gens plus heureux, si tant est que notre aspiration, ou en tout cas notre motivation de faire la politique, c'est ça. Je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes politiques que vous le pensez, qui font vraiment de la politique pour être utiles à leurs concitoyens. Je suis témoin pour vous dire qu'ils sont très rarement récompensés par les citoyens pour les des hommes politiques. Donc, je suis un type pressé. J'aime cueillir le fruit de l'arbre que j'ai semé. J'aime voir l'arbre pousser. Et là, la politique, hélas, c'est un travail de longue haleine, avec la nécessité d'être patient. Et surtout, l'acceptation de n'en avoir aucune reconnaissance si vous avez quand même malgré tout réussi. Donc ça ne me va pas. Voilà, oui, la vérité, c'est que c'est bon, moi, je n'ai pas aimé. Alors, il y a une deuxième raison. C'est vraiment un monde très cruel. Pour de vrai. Pour de vrai. Moi, j'ai connu le monde des affaires. On ne se fait pas autant de saloperies que... Mais il y a une raison, d'ailleurs. Réfléchissons. Je veux réussir une élection. Je dois accepter l'idée de battre d'abord tous mes amis pour avoir le droit de rencontrer celui qui a battu tous les siens. Hein? On vous ouvre pas la porte. Vous prenez la place de tous ceux qui avaient envie de prendre la vôtre. Ça crée quand même des amertumes. C'est un métier de combat et de lutte, toujours. Donc, vous pouvez vous faire des amis, mais alors il faut être sûr qu'il n'a pas envie de ce que vous êtes, ou de ce que vous voulez être, et vice-versa, ce qui est quand même un peu difficile. Donc, c'est un monde compliqué, voilà. En tout cas, si c'était à refaire, non, je ne referai pas. Et je dirais à M. Mitterrand, vous pouvez vous le garder, votre poste, je n'en veux pas. Il y a encore une question ici. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous admire tellement, depuis toujours, et je vous ai vu ici dans cette salle, au-dessus d'un nid de coucou, et je suis heureuse que vous êtes là. Voilà tout ce que je vous demande. Merci beaucoup. Et j'ai été très heureux, vous savez. Franchement, c'est pas pour rien, c'est pas que je m'en fous, on n'a rien à se vendre, mais je suis toujours venu là, à Liège, parce que j'ai des amis et ça faisait plaisir, mais en Belgique aussi.
Parce qu'il y a une particularité pour les Français qui sont lucides. On admet encore ici, dans ce pays, des gens qui font des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est plus le cas chez nous. Vous êtes plus crédible à faire des choses sérieuses si vous ne faites pas semblant de vous prendre au sérieux. Et cette espèce de spontanéité, décontraction dont les fêtes me fait toujours du bien. Voilà. Donc, vraiment intéressant. Ça, c'est la Belgique, ce sont les Liégeois. En tout cas, un tout grand merci d'être venu ce soir nous parler de vous, de qui est le vrai Bernard Tapie, celui qui se cache derrière l'homme hyper médiatisé. Je ne vais pas vous laisser partir les mains vides, parce que c'est une coutume à Liège. Je vais vous donner un petit cadeau. Ah ben, on va même me l'amener. Ce sont des produits de bouche. Je crois que vous aimez ça. Des spécialités liégeoises. Voilà. Oui, tout à fait. De l'artisan pâtissier Egenels, qui vous les remet bien gentiment. Voilà, ce fut un plaisir, un honneur de faire votre interview. Merci à vous. Merci au public.